Bref, samedi. Rentrons donc dans ce sujet qui semble peut-être une dépendance affective qui est aujourd'hui considérée comme une maladie psychologique et qui a besoin qui mérite une certaine attention pour beaucoup de femmes et d'hommes qui en souffrent aujourd'hui et qui ne savent peut-être pas. Il y a d'autres qui en souffrent mais ne savent pas que c'est une dépendance affective. Alors, si on voudrait demander ce que c'est qu'une dépendance affective, Cathy, qu'est-ce que tu dirais? On va définir en termes très simples pour que tout le monde se retrouve. Ceux qui ne savent pas s'ils sont dans la dépendance affective, qu'ils sachent aussi. La dépendance affective en termes simples, c'est un état qui nous fait perdre l'estime de soi et qui finit par faire en sorte que le regard de l'autre occupe une place capitale dans notre vie. C'est-à-dire quelqu'un qui est dépendant affectivement est convaincu que lui ne vaut rien. Il ne sait rien faire. Son avis ne compte sur rien. Et tout ce que, pour qu'il se soit en confiance, il faut absolument que l'autre le valorise. L'autre, ça peut être qui? Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, ça peut être même un collègue de service. Donc, on peut être dépendant sur le plan professionnel, sur le plan amical, ou bien sur le plan dans le couple, sur le plan amoureux, oui. Bon, maintenant, moi, je vais un peu m'attarder sur le plan amoureux. Parce que je suis un amoureux. Oui, c'est ça qui est même le plus. Bon, quels sont les symptômes maintenant de la dépendance affective en amour? Oui, comment est-ce qu'on sait qu'en amour, quelqu'un dépend? Parce que ça peut être comme ça que je suis un dépendant affectif. Il faut toujours m'engager à passer. Donne-moi un peu les symptômes. Donc, je comprends la préoccupation dans les questions de... Tonton Calvino essaie de... Il veut d'abord voir s'il se retrouve dans le sujet. Qu'on me situe. Qu'on le situe. Aidez-moi à me situer. Il faut donc... Quelqu'un qui est dans la dépendance affective, déjà, ne croit pas en lui. Non, là, je ne suis pas comme ça. Voilà. Il ne croit pas en lui. C'est-à-dire, il est convaincu qu'il ne vaut rien du tout. C'est-à-dire, même quand il doit prendre la décision, il faut que l'autre, son mari ou sa femme, approuve. Et s'il n'approuve pas, du coup, lui, il ne vaut rien. Il a trop peur qu'on le quitte. Donc, si l'autre n'est pas là, il perd ses repères. C'est-à-dire, il est accroché à son mari, à sa femme. Et si, du coup, beaucoup de gens, les gens qui sont dans la dépendance affective, finissent même par commettre des crimes. Oui, parce que quelqu'un te dit, par exemple, si tu me quittes, je te tue. Parce qu'il est convaincu qu'il ne peut pas se passer de toi. Les autres, quand ils tombent sur des pervers narcissiques, parce qu'un pervers narcissique, lui, tout est centré sur lui. Et il aime se victimiser. Et il dénigre tout le monde. Donc, quand quelqu'un qui est dépendant affectif tombe sur un pervers narcissique, il est un bon client. Donc, l'autre... Oui, l'autre, parce qu'il va lui montrer qu'il ne vaut rien et que sans lui, le pervers narcissique, la personne ne vaut rien. Parfois même, nous sommes dépendants affectifs des gens qui dépendent en réalité de nous. Parce qu'on voit les femmes, par exemple. Il y a une dame qui était dans la dépendance affective. C'est elle qui nourrissait son homme. Mais l'homme avait réussi à la convaincre qu'elle ne vaut rien et que si elle n'est pas là, s'il n'est pas là, c'est fini pour lui. Alors que c'est elle qui tenait la maison, c'est elle qui apportait l'argent, c'est elle qui faisait tout. Mais étant dans la dépendance affective, elle ne croyait même pas à ce qu'elle faisait. La seule chose à laquelle elle croyait, c'est qu'elle doit donner de l'argent au monsieur pour qu'il reste là. Mais Cathy, oui, vas-y. Tout à l'heure, tu parles du pervers narcissique. En réalité, est-ce qu'il y a même une différence entre un pervers narcissique et un dépendant affectif? Un pervers narcissique est aussi un dépendant affectif. La dépendance affective a deux phases. La phase où on se laisse aller. Oui, on supporte tout. Ok, moi je n'y peux rien, je ne vaux rien. C'est l'autre, c'est lui qui doit prendre toutes les décisions. C'est lui qui doit tout faire, tout dire. Je suis. Et l'autre, donc, l'autre côté aussi, c'est qu'on est pervers narcissique. On veut tenir quelqu'un par tous les moyens. Voilà. Oui, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Donc,
on dénigre la personne, on se victimise. C'est-à-dire toujours en train de montrer à l'autre qu'il nous a fait du mal. La décision qu'il est en train de prendre, c'est contre nous, alors que c'est nous le problème. Donc c'est la version évoluée de la dépendance affective, pervers narcissique, c'est ça? Non. Parce que vous avez dit qu'un pervers narcissique non. passe par la dépendance affective. Non. Il y a une phase, je dis une phase, c'est une autre phase. Okay. La première phase dont j'ai parlé, c'est que celui-là se laisse aller. Donc, l'autre décide de sa vie, c'est-à-dire quelqu'un s'accroche sur quelqu'un d'autre. Fais de ma vie ce que tu veux. Ça, c'est la dépendance affective. Oui, c'est une phase. Et l'autre phase, c'est le pervers narcissique. Donc, lui, il cherche à tenir. Oui, par tous les moyens. Merci pour l'explication. Parce qu'il ne peut pas se passer de toi, mais il cherche à te tenir par tous les moyens. Et il te montre au contraire que si tu pars, il te quitte, c'est toi qui paies. Alors que si toi tu le quittes, c'est lui qui paie. C'est lui qui paie. Oui. Bon, moi je vais aller sur est-ce que les causes insoupçonnées de la dépendance affective. Oui, il y a beaucoup de causes. Hein. Les causes, c'est d'abord la carence affective. Il faudrait bien qu'on fasse un sujet entier sur la carence affective. La carence affective, c'est le manque d'affection. Or, beaucoup de gens ont ce problème-là. Beaucoup. La carence affective peut être due à beaucoup de choses dans l'enfance. Parce que la dépendance affective, en général, ça part de l'enfance. Hein. C'est vrai que quelqu'un peut être choyé dans l'enfance et tout ça, et il se retrouve face à une situation qu'il n'arrive pas à gérer. Et ça l'affaiblit, ça le vide. Et là, il commence à douter de lui-même. Donc, mais ça part souvent de l'enfance. C'est-à-dire, on a des orphelins. Quelqu'un qui est orphelin, qui n'a plus ses parents, la vie n'est pas facile, hein, parce que les parents nous donnent une certaine sécurité. Les parents nous donnent une certaine assurance. Mais quand on est orphelin, on a du mal à avoir cette sécurité-là, même si on s'occupe de nous. C'est-à-dire, l'enfant qui a ses parents, le parent sait qu'à la rentrée, il doit payer la scolarité et autres. Celui qui n'a pas ses parents commence à réfléchir comment je vais aller faire les coubettes, comment. Et ça peut jouer sur son mental. Et il y a ça, le fait d'être orphelin, il y a des parents qui travaillent beaucoup. Oui. Ils donnent tout à leurs enfants, mais les enfants n'ont pas cette sécurité-là parce que les enfants pensent que les parents sont tout-puissants. C'est-à-dire, Goliath peut se présenter là, un enfant... Oui. L'enfant croit à son père, il pense que le Goliath qui est là, comme son père est là, même s'il a la taille d'une pomme, il croit à son père. Oui. Parce que c'est son parent. Il y a des ruptures amoureuses, c'est-à-dire le rejet là, le sentiment de rejet. Ça peut amener à la dépendance affective, c'est-à-dire quelqu'un se sent rejeté, du coup, il se dit dans la tête que je ne vaux rien. Donc le jour où il tombe sur un homme ou une femme, il fait tout pour s'accrocher, il est prêt à tout accepter pour que ça ne marche pas. Ou alors, il devient un pervers narcissique. Et il ramène tout à lui. Et il y a, par exemple, quelqu'un peut perdre son emploi, il peut se retrouver dans une situation difficile parce que parfois, on se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Peut-être on a perdu notre emploi, on n'arrive pas à payer notre loyer, on n'arrive même plus à nourrir notre famille. On commence à se sentir inutile. Maintenant, ça peut rester, hein, c'est des choses qui peuvent nous affecter sur le plan mental. Et après, on perd la confiance en nous. C'est-à-dire, nous devons faire l'effort de ne pas perdre l'estime de soi, de ne pas perdre la confiance en nous, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve. Et que dit du besoin de réassurance? Ça ne fait pas partie des causes de la dépendance affective? Ce besoin permanent d'être rassuré? C'est la dépendance affective. Quelqu'un qui est dans la dépendance affective a besoin d'être rassuré tout le temps. C'est-à-dire, à la limite, il énerve le partenaire. Il faut lui dire tout le temps, je t'aime. Il faut lui dire tout le temps, tu es belle. Il faut lui dire tout le temps, je ne vais pas te quitter. Oui, parce qu'il a peur. Il n'a pas... il y a des gens... Quand le mari sort travailler ou la femme sort, il appelle 10 fois, 100 fois. Appeler, c'est bien parce que c'est un signe d'amour. De temps en temps, quand ton conjoint est au travail, oui, tu peux envoyer un message comme ça, je t'aime, ou bien je voudrais savoir comment se passe la journée. C'est un signe d'amour. Mais si tu appelles tout le temps, tu es avec qui, tu fais quoi? Quand c'est récurrent comme ça, ça fatigue.
Donc, celui qui est dépendant... Oui. Et l'excès de jalousie. L'excès de jalousie. Parce qu'il y a des gens... affectivement de l'autre. On ne veut même pas qu'il y ait le moindre problème. C'est-à-dire, on ne peut rien faire tout seul. Les gens qui sont dépendants, là, quelqu'un ne peut même pas aller en congé. Le conjoint ne peut même pas aller jouer peut-être au football. Il ne peut pas aller rendre visite à la famille. Il ne peut pas parler au téléphone. Quand il parle au téléphone, l'autre est déjà en train d'écouter qu'il est en train de parler avec qui. Il est en train de fouiller le téléphone et tout ça là. Non, quand on est dépendant affectif, on ne vit plus. Ça veut dire que donc, être dépendant affectif, ça devient une addiction. C'est l'addiction. Oui, l'addiction. Justement, lors de l'atelier que nous sommes en train d'organiser, on parle de la dépendance affective. C'est une addiction. La dépendance affective, oui, c'est une addiction. Parce que on parle, c'est l'atelier sur des addictions. Il y a l'addiction au jeu, il y a l'addiction au sexe, il y a l'addiction aux stupéfiants, il y a la dépendance affective. C'est autant de choses que nous allons aborder, tant de thématiques que nous allons aborder pendant l'atelier. D'accord. Et même la dépendance amoureuse aussi. Oui, la dépendance amoureuse, la dépendance affective, oui. Dépendance amoureuse. Oui, qui devient une maladie, hein, parce que ça devient, quand ça devient une obsession, ça devient une maladie. Pourquoi, maintenant ma question est de savoir, pourquoi devient-on dépendant affectif? Je pense que c'est ça qu'on était en train d'expliquer tout à l'heure, oui, parce qu'on a cette carence affective, des situations qu'on traverse et ainsi de suite. La première question que Megas a posée, vous avez dit que tantôt que c'est depuis l'enfance, avec le comportement des parents. Et une fois ici, on parlait, Megas et moi, de la surprotection des enfants. Est-ce que peut-être l'un parent qui surprotège tous ses enfants, l'enfant veut partir jouer avec ses enfants comme ça, elle est toujours là pour surprotéger. Est-ce que la surprotection des enfants dans des quartiers ne peut pas créer une dépendance affective à la longue? Effectivement, la surprotection est aussi dangereuse. Oui. Dangereuse. Elle est dangereuse parce que les enfants qu'on surprotège, on ne leur permet pas de s'épanouir, de se défendre eux-mêmes. Voilà. C'est vrai que nous devons mettre les barrières, mais il y a des moments où on laisse les enfants s'épanouir, tout en ayant l'œil. Oui. Surtout les petits enfants. Il y a des enfants, par exemple, quand ils sont dans l'aire de jeu ou à l'école, ils ne peuvent pas jouer parce qu'ils sont surprotégés. Là, c'est dangereux. Mais ça va causer des troubles de ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. Troubles de l'attachement. On peut avoir ça dit. Les troubles psychologiques, c'est un trouble psychologique. Donc, oui, donc ces enfants, par exemple, quand les parents ne sont pas là, ils se perdent. Il y a un enfant qui a été rééduqué parce qu'il était surprotégé. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Il ne pouvait pas affronter les situations de l'extérieur. Même aller à l'école grand, il ne pouvait plus parce que les parents l'avaient surprotégé. Donc, il fallait le rééduquer. Il fallait l'amener à affronter le monde extérieur, aller à l'école. Et c'est un enfant qui avait plus de 20 ans. Oui. Mais comme il a été élevé dans un environnement douillet où on l'élève comme si on est éternel. Donc, il faut aussi penser qu'à un moment donné, nos enfants auront besoin de se débrouiller tout seuls. Mais moi, je veux parler, je rentre sur les déclics, justement, de la dépendance affective. Quand on parle de la perte d'un être cher, après on devient dépendant affectif, on parle d'un abus sexuel, des agressions psychologiques, on parle aussi d'un handicap, la maladie ou un accident, même aussi. Voilà. On parle du manque d'estime de soi, qui est très... qui peut peut-être être l'une des causes aussi, qui peut occasionner cette dépendance affective au point où on va rechercher ça sur quelqu'un d'autre. On veut dépendre de cette personne. Oui, le manque d'estime de soi peut provenir de peut-être un handicap. On fait un accident, on devient handicapé et puis on ne se fait plus confiance. Et la perte d'un être cher, comme je disais, les orphelins par exemple, ou bien quelqu'un, même si on n'est pas orphelin, il y a quelqu'un qui soutenait toute la famille.
Le jour où la personne n'est plus là, on se dit que ok, maintenant on peut plus rien faire. Si bien que quand on rencontre quelqu'un qui nous montre qu'il nous aime, c'est terminé, on s'accroche. Donc tous ces problèmes-là qu'il y a autour font en sorte que on finisse par manquer de confiance. Oui. C'est le manque de confiance là qui entraîne la dépendance affective parce qu'on est sûr que c'est l'autre qui peut nous apporter tout ce que nous voulons. L'autre doit valider absolument ce que nous faisons pour qu'on soit en confiance. Et pour moi, c'est un sujet super, c'est trop grand. Oui. Pour revenir à ce que Calvino était en train de dire sur les mères et les enfants. Parce qu'on a parfois le comportement des mamans face aux pleurs des enfants. C'est-à-dire, peut-être ceci, peut-être ça va permettre, ça permet à l'enfant d'être apaisé parce que la maman vient et parle. Si l'enfant pleure, elle va apaiser. Est-ce que ça ne joue pas aussi, et apaiser, rassurer et développer même des capacités d'adaptation? Est-ce que ceci ne devrait pas, ça peut pas à la longue, comme la mère, dès que l'enfant tombe, elle est là. Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas laisser l'enfant développer lui-même des capacités à une indépendance forte? Il faut être équilibré dans ce cas, parce que il y a des gens qui pensent qu'il faut laisser l'enfant et on s'est retrouvé avec des accidents graves. Donc, nous devons être équilibrés. On doit laisser l'enfant se développer tout en ayant l'œil. J'ai vécu quelque chose dans un hôpital, une personne qui avait amené les enfants. Et les garde-fous à l'hôpital étaient un peu larges. Les enfants jouaient et ils battaient entrer dans les garde-fous. La maman était imperturbable. J'ai vu ça une fois, deux fois, trois fois. Après, je lui ai dit, madame, ces enfants-là vont traverser ces garde-fous. Il faut les protéger. On arrive par exemple dans des agences de voyage. On voit un enfant, les enfants ils montent, ils descendent, ils dérangent tout le monde et tout ça là. On dit non, c'est un enfant. Non, même si on veut laisser l'enfant se développer, il faut éduquer. Il faut une éducation derrière. Voilà. Oui. Donc là, on n'est pas dans la surprotection. Mais si on laisse ça, ça veut dire que c'est le laxisme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des enfants qui doivent jouer. Ok, voici une salle. L'enfant veut jouer. On lui dit, quand tu joues, la table si est cassable, ne monte pas sur la table. Les appareils là sont fragiles. Il ne faut pas toucher. La chaise là, il ne faut pas monter dessus parce que tu vas la salir. Et nous, on est en train de surveiller, mais l'enfant joue. Mais on donne des limites à l'enfant. Maintenant, quand on surprotège, c'est que on arrive, l'enfant est toujours dans les bras. On ne veut pas le laisser. Même pas l'enfant de... Voilà, parce qu'on ne veut pas qu'il ait mal et tout ça. Ça arrive aux parents qui ont traversé un certain nombre de problèmes. Moi, j'ai eu ça avec mon fils. Parce que j'avais traversé des moments difficiles. Je voudrais protéger mon fils de tellement de choses. Un cousin m'avait dit un jour que Cathy, cet enfant va partir à l'école. Je ne suis pas sûre. Et puis, quand mon fils partait à l'école, à la première année, il venait, il était toujours... Les maîtresses me disent que madame, il faut rentrer. Il faut le laisser. Mais je le protégeais tellement. Un jour, je l'ai déposé. Il pensait que je suis partie. J'ai vu comment l'enfant criait, viens m'arrêter, viens m'arrêter. Il dit, ah, donc l'enfant s'il joue avec tout le monde. À la première année, j'étais... Ah, il jouait avec ses amis. Il jouait à peine, parce que quand je la mettais, c'était comme si il allait mourir. Et les maîtresses me disaient que madame, l'enfant s'il joue rentrer. J'ai eu l'enfant un peu tard, j'étais censée ne pas en avoir et tout ça, bien que quand j'ai eu celui-là, je pensais que je pouvais lui épargner tous les problèmes. Et l'enfant, j'ai dit, ah, donc il joue souvent. Mais là que j'ai compris que dans l'école, quand je venais le chercher à midi, c'est tous les enfants de l'école qui étaient sur moi. Donc c'est là où j'ai compris que, mais en fait, c'est parce que c'était un enfant qui était trop connu à l'école et qui jouait normalement. Donc c'est lui-même qui a fini par me dire, quand il faisait l'erreur d'être malade, c'était grave. Je touche, je porte et tout ça. Quand il grandissait, il dit que maman, laisse-moi dormir.
Jusqu'au jour où l'enfant d'une cousine, un jour, enfant unique, elle m'expliquait des choses et que sa mère, maman exagère, elle me transmet ses peurs et ainsi de suite. J'avais l'impression qu'elle parlait de moi. Je dis, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de parler de moi? C'est là où elle me dit, maman me surprotège. Je vois que mon fils aussi m'a dit, tu me surprotèges. Donc, après, c'est des choses qui sont parfois involontaires. Hein, ouais. Parce que quand on voit aussi la différence d'âge, il y a une grande différence d'âge entre mon fils et moi. Donc, lui veut vivre sa vie d'enfant et moi, j'ai la vie d'adulte. J'ai du recul par rapport à un certain nombre de choses. Je me dis, autant qu'il n'ait pas ce genre de problème, au lieu qu'on l'aide à les résoudre. Donc, les parents, peut-être qu'on va parler de ça tout à l'heure, comment sortir, quand on découvre qu'on a ce problème-là, après, on laisse faire. L'enfant s'est retrouvé à l'école, il est parti, il a même fait un stage où il s'est super bien débrouillé, il allé à l'université, il a eu ses diplômes et tout ça. Il peut se débrouiller seul. D'accord. Moi, je voulais savoir, hein, est-ce que le dépendant affectif aime-t-il vraiment? Oui. Bon, maintenant, on va sur le plan de l'homme qui est de celui qui est amoureux ou amoureuse de son vis-à-vis. Est-ce qu'il l'aime vraiment parce que quand il commence déjà, il commence à dépendre de la personne de façon affective. Est-ce qu'il aime vraiment la personne? Il y a une partie qui aime, mais qui aime un peu trop. Oui, il l'aime un peu trop. Ça veut dire qu'il est déséquilibré en amour. Il y a l'autre partie qui est pervers narcissique. Lui, il n'aime pas vraiment. Il est égoïste. Wonderful. Tout doit tourner autour de lui. C'est-à-dire, il a besoin d'un objet. Attention. Il a besoin d'un objet. Oui, d'un objet sexuel, d'un objet affectif, d'un objet. Il n'est pas comme l'autre qui aime, mais qui est complètement déséquilibré. Donc, c'est dans parce que le pervers, tellement tout est centré sur lui. Oui, qu'il n'a pas le temps d'aimer. Il réfléchit en termes de profit. Comment je peux gagner ceci, comment je peux gagner. Alors que l'autre, il se laisse aller. Oui, profite de moi comme tu veux, du moment où tu ne me quittes pas. Oui, profite de moi. Tu as besoin, tu veux que je te donne tout mon argent. Ok, si ça peut faire que tu restes, prends tout mon argent. Tu veux que je sois ton esclave. Ok, si ça peut faire que tu restes avec moi, il n'y a pas de problème. Je suis ton esclave. Ouais, ok. Oui. Bon, maintenant, s'il te plaît, donne-nous un peu les techniques, les secrets. Comment faire si je ne suis pas quelqu'un qui est dépendant affectif? Si j'ai en face de moi un partenaire, une femme, bon, vice-versa, ou bien un homme qui est dépendant affectif. Comment vivre avec un dépendant affectif et être à l'aise dans sa peau? Toi qui n'es pas dépendant affectif. Oui, il faut déjà que la personne sorte de la dépendance affective. Hein, voilà. Parce que si la personne est dans la dépendance affective, elle ne va pas te laisser tranquille. Te laisser tranquille. Oui, elle va s'accrocher parce que... Non, tu es son tout, son univers, tout est conçu autour de toi. Tout tourne autour de toi. À la fin, tu n'as plus de vie. Ouais. Si elle t'a appelé une fois, tu n'as pas répondu 2 fois, elle s'est déjà mise à pleurer, elle a laissé le monde entier, elle t'appelle une... Voilà. Mais justement, est-ce qu'on doit considérer la dépendance affective justement comme une maladie? Oui, quand elle devient obsessionnelle, elle devient une maladie. C'est un trouble psychologique, elle devient une maladie qu'il faut soigner. Parce que c'est un problème psychologique. On est malade là et on s'ignore. Hein? Oui. On traîne une maladie aussi grave que ça. Oui. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que si on est en face d'un dépendant affectif, on ne peut même pas lui mettre à terre ou peut-être la mettre à terre et lui causer avec quelque chose. Ce que tu fais là, je n'ai même pas fait. Il ne va pas comprendre. Si tu dis ça, il va dire que donc tu veux dire me quitter. Il faut plutôt amener la personne chez un psychologue, à consulter un psychologue. Oui, parce que le psychologue, qu'est-ce qu'il fait? Il va déjà l'amener à prendre conscience qu'il est dans la dépendance affective. Donc, il faut prendre conscience, il faut accepter qu'on est dans la dépendance affective et accepter de se faire soigner. Et parce que justement, quand on est dans une relation amoureuse, et puis à un moment donné, tu vois, un couple qui dit séparons-nous pour un temps.
Essayons de voir dans quelle mesure, si on est vraiment fait l'un pour l'autre, on doit se mettre ensemble. On peut apprendre un peu de temps. Celui qui dit ça, peut-être a deux intentions. La première intention, c'est qu'il veut vraiment sauver son couple. La deuxième, c'est je veux me débarrasser de cette femme. Et si je vais de façon brutale, elle va avoir un problème. Et la personne à qui on dit va imaginer que non, tu veux déjà mettre un terme à notre relation. Il peut aussi avoir une troisième intention. Hein. Oui. La troisième intention est que je dis que séparons-nous pour que je fasse l'électrochoc. Oui. Après tu viens, tu t'accroches. Ça peut aussi être dans ce sens. Parce qu'il y en a qui le font aussi. Parce que c'est une espèce de chantage déguisé. Ok, oui. Séparons-nous pour un temps, après on se retrouve encore et tout ça. Mais dans la plupart des cas, séparons-nous pour un temps, c'est du provisoire définitif. C'est ça. On se sépare ou on ne se sépare pas. Donc la personne dont qui dépend se retrouve, peut avoir un choc émotionnel. Oui, oui. Peut développer les dépendants affectifs, quand ils sont face à ce genre de situation, ils peuvent commettre un crime, ils peuvent se suicider, ils peuvent sombrer dans la dépression grave. Oui. Des problèmes, comme vous voyez, comment on appelle ça, les crimes passionnels, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Les gens ne se font pas beaucoup consulter. C'est-à-dire, j'avais un frère à moi qui disait que la dépression est dangereuse parce qu'on ne la voit pas. Si quelqu'un vient avec... on dit que telle personne a le sida. Bon, maintenant, le sida, c'est pas grave, mais disons, quelqu'un a le sida ou bien Ebola. Les gens vont courir pour que la personne se fasse soigner. Hein. Si quelqu'un fait un accident grave, on voit du sang partout. On va accourir. Si on ne le soigne même pas vite, ça risque de faire un scandale. Mais quelqu'un qui a une maladie qui est à l'intérieur, personne ne voit. Tout le monde voit seulement qui dérange. Donc, parfois, les gens vivent, ils sont dans la dépendance affective, ils sont pervers, narcissiques et autres. Ils ne consultent pas. Je dis que ceux qui vivent ces choses-là ne consultent pas. Il faut consulter. Quand on consulte, ça ne veut pas dire que c'est la folie. Les gens ont toujours tendance à croire que si on va chez un psychologue ou chez un psychiatre, ça veut dire qu'on est fou. Ce n'est pas la folie. Je ne veux pas dire que le pervers narcissique, on peut le soigner. Hein. Je ne sais pas. Peut-être que là, il faut que c'est un autre sujet qu'on pourra aborder pour voir comment est-ce qu'on peut faire quand on est un pervers narcissique. Mais je dis que ces problèmes-ci, des crimes passionnels et autres, on peut les éviter. Parce que les gens qui sont très, 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 très jaloux là, ils finissent par faire du mal. Il y a des gens, quelqu'un te dit que si tu me quittes, j'avais perdu quelqu'un. La personne lui avait dit, si tu me quittes, je vais te tuer. Aïe. Et il a quitté la personne l'a tué. Oui. Faisons attention. Mais, Cathy, est-ce qu'il existe un type de personne, ou bien est-ce qu'il existe un type de gens qui sont attirés par les dépendants affectifs? C'est-à-dire que, est-ce qu'il existe des gens qui peuvent être... Qui attirent des personnes dépendantes. Par exemple, si je suis un dépendant affectif, est-ce qu'il peut y avoir des femmes qui peuvent être attirées par moi? C'est-à-dire des gens qui sont capricieux, qui vont tous s'accrocher. Les pervers narcissiques, parce qu'il va avoir le contrôle sur toi. Sur toi. Ah oui, ça veut dire. Il va avoir le contrôle. C'est-à-dire le dépendant affectif, s'il tombe sur un pervers narcissique, tant pis pour lui. Les gens ont un problème. C'est un bon client. Le gars va se frotter les mains. Parce qu'il sait que c'est lui qui va parler, c'est lui qui va prendre toutes les décisions, c'est lui qui sera le roi, le plus beau, le plus intelligent, il sera très content, il sera bien servi. La maladie du dépendant affectif, ça va souvent s'aggraver. Oui, lui, il ne se rendra pas compte, le dépendant affectif ne rendra pas compte que sa maladie est en train de s'aggraver. Hein. Il ne se rendra pas compte, l'autre va tellement lui faire du chantage.
Donc, on a, par exemple, les femmes, hein, elles vivent ça, les femmes qui ont de l'argent. Elles tombent sur des pervers narcissiques. Je disais au début que nous, parfois, celui qui nous fait croire que nous dépendons de lui, en fait, c'est lui qui dépend de nous. Oui. Parce que les femmes qui ont de l'argent, une dame a de l'argent, c'est elle qui nourrit son homme, c'est elle qui fait tout. Mais l'homme a réussi à la rendre dépendante, esclave. Sur le plan sentimental. Pour les faire comprendre ça, c'était pas facile. C'était pas facile. Donc, c'est une sorte de prison de l'amour. Oui, voilà. On devient prisonnier. On devient prisonnier de l'autre, esclave de l'autre. Maintenant, on a aussi d'autres personnes. Ça peut ne pas être l'argent. Ça peut être que je suis là, je suis ton esclave. Tout ce que tu me dis, oui, 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 oui. Et après, si je ne peux pas broncher. Si je bronche, ou tu vas me quitter, ou tu vas me donner de l'argent. Donc ça fait qu'on voit des femmes qui sont dans le mariage. Elles font tout à l'homme. L'homme brille. Il est comme une illusion. Personne ne sait pas s'il existe réellement. Et la femme malheureuse. Et cet homme a une copine là, il a une autre là-bas. Après, la femme connaît tout ça. Mais elle a boucle. Dépendance affective oblige. C'est-à-dire, il fait d'elle ce qu'il veut. Son esclave. Oui. Mais elle, tellement elle ne croit pas en elle, elle est obligée de s'accrocher. Elle est même obligée de lui dire oui, va avec la fille là pour qu'elle se sente. Pour qu'elle ne la quitte pas. Mais est-ce qu'une dépendance affective, quelqu'un qui est dépendant affectif, est-ce que lui aussi peut un jour réussir à manipuler quelqu'un? S'il sort de là, il peut devenir pervers narcissique. Seulement s'il sort de là. Il peut décider de devenir pervers narcissique. Il commence à développer des idées. Cerveau. Oui, il peut devenir, quand il voit que ça ne va pas, il commence à développer aussi des attitudes qui ne sont pas correctes. Parce que les gens qui souffrent, parfois, deviennent dangereux. Hein. Oui, la femme peut être, par exemple, dans le mariage, on voit qu'elle est malmenée. Après, elle devient très dangereuse. Oui, parce que c'est la seule porte de sortie qu'elle trouve. Donc, la dépendance affective, comme Mireille Gass disait, il faut vraiment s'y pencher. C'est un sujet large, parce que ça contient beaucoup de choses que on ne peut pas toutes énumérer ici. Exactement. Il y a quelqu'un qui dit la dépendance affective peut avoir des conséquences négatives sur la santé mentale et les relations. Voici quelques raisons pour lesquelles la dépendance affective peut être problématique. La perte d'autonomie, qui dit la dépendance affective peut entraîner une perte d'autonomie et de liberté. Car la personne dépendante peut se sentir incapable de prendre des décisions sans l'approbation de l'autre. Il dit aussi l'anxiété et le stress. La dépendance affective peut créer de l'anxiété ou du stress, car la personne dépendante peut se sentir constamment peut se sentir constamment en attente de l'attention et de l'approbation de l'autre. Il dit aussi que les relations malsaines, dont la dépendance affective peut entraîner des relations malsaines, car la personne dépendante peut tolérer des comportements abusifs ou toxiques de la part de l'autre. Tolérer. Le manque de confiance en soi, la dépendance affective peut entraîner une conséquence de confiance en soi, car la personne dépendante peut se sentir incapable de se débrouiller seule. Il parle aussi de la dépendance émotionnelle, qui dit que ça peut entraîner, ça rend difficile la séparation ou la fin de la relation. Donc il dit cependant, il est important de noter que la dépendance affective peut également être un signe de besoin d'attention et d'affection. C'est aussi un manque de sécurité émotionnelle. Donc, et parlant justement de conséquences, il dit développer l'estime de soi, établir des limites saines, pratiquer l'auto. On va revenir sur comment tu appelles ça? On va revenir sur les solutions. Mais avant d'avoir les solutions, on va marquer une pause pour aller retrouver l'homme de la rue, pour avoir son idée aussi sur ce que c'est que la dépendance affective. Est-elle inoffensive ou offensive à toutes? Donc
ça ne doit pas créer des problèmes. Justement parce que nous sommes majeurs et que chaque personne doit dépendre de lui-même déjà et avoir confiance à son partenaire, même à la société, quoi, à son entourage, quoi. Oui, personnellement, la dépendance affective ne devrait pas exister. Pourquoi? Parce que l'amour est mutuel. Ça veut dire que les gens s'aiment d'abord d'un amour sans intérêt. Parce que quand on dépend déjà de l'autre, ce n'est plus un amour sans intérêt. On peut dépendre de l'autre parce qu'il y a un retour. On peut aimer parce qu'il y a un retour. Donc pour moi, la dépendance affective ne devrait pas exister. L'amour franc, vrai, oui. Je pourrais dire que les êtres, on peut dire qu'il y a deux catégories d'êtres humains, ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles d'esprit. Chaque personne a sa façon lui, de prendre ce côté affectif là, de le considérer, si je peux dire ça ainsi. Bref, si je peux dire ça ainsi. On peut dire qu'au niveau de la côté affectif, là, c'est vraiment le cardio. Il faut vraiment avoir le cardio, si je peux dire ça ainsi. Oui. Je pense que la dépendance affective est quelque chose de délicat et de destructeur même, je dirais. Parce que lorsqu'on est dépendant, on n'arrive plus à vivre pour soi-même. Et à un moment, ça nous pousse même à être égoïste, si je peux le dire ainsi, parce que quand on dépend, on attend, normalement nous devons donner plutôt de l'affection et non donner sans attendre, voilà. Donner sans attendre et non attendre pour pouvoir donner. Parce que c'est ça la dépendance. Toujours attendre et ça pousse à la déception. Et c'est ça qui crée les dépressions, que ce soit en amitié, que ce soit en amour ou même dans la famille. Hein. Je pense qu'on devrait plus travailler dans le sens de donner de l'affection, de l'amour gratuitement. C'est ça qui nous manque. Parce que dès qu'on est dépendant, forcément on sera dessus. Il n'y a rien à dire. Donc ça c'est mon avis. Bon, quand on parle de cette dépendance affective aujourd'hui, après ceci, Cathy, c'est vrai que les téléspectateurs allaient un peu dans... Ça allait un peu dans tous les sens. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas le sens de la dépendance affective. Oui, mais le dernier a quand même dit quelque chose d'important. Il a dit que dès qu'on est dépendant, on sera détruit. Et je suis d'accord avec lui. La dépendance affective peut nous détruire. La dépendance affective, toutes les explications qu'on a données, y compris le message qu'on a reçu, la montre que c'est un problème de santé mentale et que ça nécessite qu'on se fasse soigner, qu'on consulte. Donc pour qu'on se fasse soigner, il faut qu'on accepte déjà qu'on est dans la dépendance, qu'on a un problème. Maintenant, quand on accepte le problème, qu'on accepte aussi d'être aidé. Parce que certaines personnes, non seulement ils n'acceptent pas, ils refusent d'être aidés. D'autres peuvent accepter et ils disent que bon, de toutes les façons, ils vont vivre comme ça. Maintenant, si on accepte de se faire soigner, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut rentrer dans son entrant, dans sa vie, à savoir qu'est-ce qui nous amène à être dépendants, les causes de la dépendance. Oui, on doit ressortir les causes de la dépendance. Quand on connaît déjà les causes de la dépendance, c'est comme ça qu'on essaye de soigner quelqu'un. Un exemple de cause, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent même pas ce que c'est que ces causes-là. Un exemple de cause, c'est vrai qu'on l'a cité, c'est encore, pourquoi pas mieux de le rappeler encore aux téléspectateurs sur ces causes-là. Je vais donner une cause qui est courante dans notre contexte, le placement d'enfants. On place beaucoup d'enfants dans les familles et ça ne se passe pas bien, ça crée un problème, la carence affective. Il y a quelqu'un qui a été placé dans sa famille à 5 ans.
l'autre a été placé dans l'adolescence. C'est-à-dire, pendant que les uns profitent de leur famille, les autres sont là à commander de l'affection. Les enfants qu'on place, par exemple, non seulement ils ne peuvent pas retourner chez leurs parents parce que ce sera un signe de trahison, ils peuvent avoir des problèmes. S'ils retournent chez les parents, celui qui a la famille d'accueil, on dit voilà, il ne nous fait pas confiance. Et même dans la famille d'accueil, ils ne se sentent pas en sécurité à 100%. On voit par exemple les orphelins, ils sont à peu près dans la même situation. Il y a un problème de sécurité parce que la carence affective, le manque de confiance provient souvent du manque de sécurité. On ne se sent pas assez en sécurité. Si bien que quand on n'est pas en sécurité, on n'est pas sûr de soi, hein? On a toujours peur. Donc, les enfants qui n'ont pas grandi avec des parents qui leur donnent de l'assurance, qui ont réussi à les construire sur le plan affectif, sur le plan mental, sur le plan physique. Donc, ils se retrouvent avec le manque d'estime de soi. Parfois, ils font de bonnes études. Hein. Quelqu'un a fait de bonnes études parce qu'il est intelligent, mais comme il ne se fait pas confiance, bon, il a même un poste, il devient un problème au travail. Les autres, les personnes qui ont connu des abus sexuels, par exemple, dans le cas du mariage, elles ne se prennent pas de se prendre de sérieux parce qu'on va voir qu'elle est un objet. Donc, il va toujours falloir qu'on leur donne de l'assurance tout le temps. On doit leur rappeler les mêmes choses. Donc, tout ça là, ça peut se soigner. Quand on détecte ça, on peut montrer à quelqu'un son potentiel. Parce que, étant donné qu'on a perdu l'estime de soi, on ne sait même pas qui nous sommes. On ne sait même pas que nous avons un potentiel. On ne sait même pas que nous pouvons être aimés. Beaucoup de gens ne croient pas qu'ils peuvent être aimés. Hein. Donc, quand les hommes leur font, et de toutes les façons, c'est comme ça, les hommes, s'ils subissent des choses, ils savent que c'est comme ça. Mais ils ne savent pas qu'ils peuvent être aimés. Ils ne s'aiment même pas eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui manque d'estime de soi ne s'aime pas lui-même. Donc, nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous ne pourrons pas aimer quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on apprend aux gens. Cathy, comment sortir quelqu'un de sa tête? Parce que je connais l'histoire d'une fille qui a pris son mari comme son Dieu. Son mari l'a chaudifié, l'a tabassé, l'a même mis dehors que va chez tes parents. Étant même chez ses parents, son mari a même trouvé une autre femme avec qui elle vit déjà. Mais elle n'arrive pas à sortir ce monsieur de sa tête. Pour elle, c'est que sans lui, elle n'est rien. Comment sortir un homme dans sa tête? Mais justement, c'est ça des techniques qui sont longues. Parce que dans l'accompagnement, on va pas à pas. On ne brûle pas les étapes. Ah, d'accord. Oui, donc pour quelqu'un qui a ce genre de problème, on commence tout doucement. Il faut déjà l'écouter, savoir exactement ressortir des causes. Quand on ressort des causes, on commence donc à travailler dessus, point par point. On apprend même à la personne à accepter, à supporter la séparation, à passer à autre chose. À penser à elle-même, oui. On apprend à la personne à se valoriser, à découvrir son potentiel. Et il y a beaucoup de gens qui ont traversé des situations de ce genre et qui ont réussi à s'en sortir. Les hommes ont même fini par les envier après parce qu'elles sont sorties de cette situation. Bon, on va sortir avec justement sur comment sortir d'une dépendance affective pour sortir, puisqu'il ne nous reste que 5 minutes, 4 minutes pour dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut accepter la situation. Accepter qu'on a un problème. Parce que si on accepte, si on est dans le déni, on n'en sort pas. Maintenant, accepter de se faire aider. Comme la dépendance affective est un trouble psychologique, il faut consulter. Absolument. Je disais... On consulte qui? Il faut consulter un psychologue. Et ça va faire partie des thématiques qu'on va aborder dans l'atelier sur la lutte contre les addictions. Étant donné que la dépendance affective est une addiction, on va former les gens de manière qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. Parce que l'atelier que nous allons faire, nos experts qui viennent de l'étranger, ils ont une méthode Smart Discovery. Donc la méthode Smart Discovery permet aux gens d'aider les autres et ils permettent aussi aux gens qui sont addicts de se faire soigner eux-mêmes. Donc dans un premier temps,
ce sera comme une prise de contact, mais après, ils vont revenir faire des ateliers, des formations certifiantes qui vont aider les gens à former un grand nombre de personnes, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Donc, ce sera quand le 8 avril. Je sais pas si c'était le lieu. Oui. Le 8 avril au Djega Palace de 9h à 15h, à 14h. Et le 11 avril à l'hôtel Aquapalace ici à Douala de 9h à 15h. Alors, on parlera de cette thématique sur les addictions. Les addictions, oui. C'est l'atelier de lutte contre les addictions. D'accord. L'addiction à l'alcool, au sexe, au jeu, au téléphone. Au téléphone. Oui, il y a plusieurs types d'addictions. Donc, les psychologues vont démontrer que les addictions peuvent se soigner même sans médicaments. Certains, sans médicaments. Il suffit juste d'une décision. Il suffit d'une décision et d'un accompagnement, d'un suivi qu'ils vont mettre sur pied. Oui. Le suivi, c'est quoi? On vous donnera, pour ceux qui ne seront pas là, parce que beaucoup de gens ne seront pas là. Je pense que STV nous permettra de faire encore des émissions de telle sorte qu'on puisse aider un maximum de personnes. Parce que comme vous voyez, la dépendance affective, vraiment, on a parlé, mais il faut encore expliquer beaucoup de choses. Et ça, on verra après l'atelier. Mais ce sera aussi bien, par exemple, pourquoi pas parler aussi de la codépendance affective dans le couple. Parce qu'il y a il y a des couples qui se... fusionnels. Oui, qui dépendent affectivement, tous les deux, la codépendance affective dans le couple. Oui. C'est qui semble être un phénomène complexe. Ah, qui sont comme des siamois. Ils vont s'entendre. Là aussi, il y a des risques. Ça marche bien. Mais ça aussi, ça a un impact aussi dévastateur sur les relations, pourquoi pas. Oui. Donc, je ne sais pas, peut-être on pourra en parler. La prison, il y a plein de sujets en termes de dépendance. Mais moi, j'ai pour habitude de dire, même en amour, il faut garder sa liberté. Naturellement, c'est même très important. C'est-à-dire dépendre d'un homme, dépendre d'une femme, c'est comme rentrer dans une sphère où on ne pourra jamais sortir. Exactement. Et il faut une décision. Et quand on commence à dépendre affectivement de quelqu'un, on met mal à l'aise la personne. Non seulement on est mal à l'aise, on ne vit plus. On met aussi l'autre mal à l'aise. Un peu, on va se référer à la personne, c'est lui notre gourou, c'est lui notre modèle, c'est lui notre tout. C'est, attends, je veux prendre une décision, il faut que même une décision qui n'a aussi minime qu'elle soit, il faut absolument que je me retourne vers la personne. Et beaucoup de femmes pensent que quand elles font comme ça, pour elles, c'est la soumission. Non, après fatigue. Et qu'elles sont... Oui, elles donnent du respect à l'homme. Or, il y a des hommes, ça énerve, n'est-ce pas, Calvino? Oui, parce qu'elle épuise. L'homme L'homme a besoin de voir une femme. Mais une femme qui est épanouie de son côté. Exactement. Oui, et que les gens apprécient. Exactement. Et comme lui aussi, il a envie de s'épanouir, il a envie d'aller jouer, vous appelez ça quoi, au 2-0 le dimanche. Je connais le 2-0, attention. Il a envie de voyager, il a envie de se retrouver avec ses amis, il a envie d'être avec sa famille, seul sans sa femme. Quand tu parles de couple codépendant, moi, j'aimerais pas être à leur place. Mais ça veut dire ils veulent se mettre à deux dans tout. Tout faire à deux. Ah non. Non, ça, c'est pas une idée. Moi, je suis un électron libre. Je ne peux même pas m'embrigader dans une telle histoire. En tout cas, merci Cathy. C'était un plaisir. Demain, tu n'es pas là, tu vas sur... Je vais sur Yaoundé parce qu'on est encore en plein sur les préparatifs de l'Assemblée. Nous voulons remercier, j'en profite pour remercier ici la DGSN, j'ai été bien reçue. Je vais déposer le courrier au ministère de la Défense. J'ai été bien reçu également. Et je pense que ce sera la gendarmerie nationale parce qu'on a besoin de tout ce monde-là, des travailleurs sociaux, parce qu'ils sont en contact avec des personnes, surtout de la toxicomanie. On a besoin des psychologues, on a besoin même des familles et des personnes victimes. Donc tout ce monde-là va participer à l'atelier. Merci Cathy. On retrouve Cathy sur les réseaux sociaux. Et puis il faut rappeler qu'elle est la présidente de l'association Action Santé et Éducation. C'est Action Santé et Éducation qui organise l'atelier, avec l'appui de Empreinte Féminine, et nous avons des partenaires internationaux qui viennent l'animer. Super. Oh, les grands métiers.
Oui, maîtresse. On se dit à demain, non? Je remercie Dieu de ne m'avoir pas donné une femme qui dépend affectivement. C'est le plus important. Et toi-même, tu n'es pas dépendant affectif.